Bonjour, pour ce 5e épisode d'Une vie avisée, je reçois Céline Frickaoult-Manning pour son livre « Ce que la musique fait à l'hypnose, une relation spectaculaire au XIXe siècle ». Elle y décrit les relations inexplorées entre hypnose, musique et médecine. Une lecture que je vous recommande qui nous fait voyager à travers différentes cultures de cette époque, avec un rapport à ce corps sensible souvent surprenant, voire effrayant. Merci de liker, commenter, partager sur vos réseaux sociaux cet épisode. Just do it! Je vous souhaite une très bonne écoute. Bien, donc bonjour Céline Frickaoult-Manning. Je suis enchanté de vous recevoir pour parler de votre livre sur ce que l'hypnose fait à la musique. Je précise ça pour moi pour commencer, c'est que j'ai fait une formation en hypnose en plus de mon métier d'ostéopathe et donc c'est pour ça que ça m'intéressait vraiment de vous recevoir. Et donc voilà, et maintenant je voudrais vous laisser vous présenter. D'accord, Pour bonjour. un peu, saisir comment vous en êtes venu à faire ce travail. D'accord, heureuse de vous rencontrer à cette occasion. Donc le livre s'intitule « Ce que la musique fait à l'hypnose », mais je trouve ça très intéressant ce petit lapsus au départ, puisque effectivement, évidemment, il est aussi question de ce que l'hypnose fait à la musique. Donc voilà, moi je suis historienne du spectacle et de la musique. Je suis professeure des universités à Lyon 3 en études italiennes, puisque je m'occupe aussi beaucoup du chant italien, mais pas seulement. Du chant, je veux dire, du domaine italien, mais aussi du chant chanté. Et je suis une passionnée du 19e siècle depuis longtemps pour des raisons diverses et variées, mais qui tiennent surtout aux questions d'histoire des idées, d'histoire des représentations, histoire des imaginaires aussi. Donc ce qui m'intéresse beaucoup dans mon approche de l'histoire de la musique, c'est d'explorer plus largement, pas simplement une histoire qui serait faite de compositeurs, d'interprètes, de courants musicaux bien circonscrits, bien définis, mais plutôt ce que la musique charrie au-delà d'elle-même, c'est-à-dire par les sons, mais pas seulement, par tout le monde imaginaire, symbolique qu'elle peut déclencher, qu'elle peut nourrir. La manière dont les auditeurs et spectateurs de l'époque, mais aussi ceux d'aujourd'hui évidemment, entrent en relation avec la musique dans ces sens-là, dans ces significations. Oui, et parce que vous-même vous êtes aussi musicienne. Oui, donc je suis musicienne depuis la plus tendre enfance. J'étais au jardin musical à l'âge de 3 ans. Ah oui. Et puis ensuite j'ai fait une formation musicale, parcours classique amateur, après semi... professionnalisant, disons, en école de musique, puis au conservatoire. Donc vous avez aussi l'expérience de la scène et de l'interaction aussi avec le public alors. Oui, alors à mon niveau, évidemment, dans le cadre des concerts qu'on faisait dans mon enfance et mon adolescence avec l'orchestre d'Avignon, l'orchestre avant, et puis des petites expériences aussi de groupe. Plus jazz, mais bon, c'était effectivement, disons que ça m'a beaucoup apporté et nourri dans ma formation, mais ensuite plus dans ma formation aussi intellectuelle, donc de garder toujours ce lien avec la pratique, mais d'explorer par l'histoire, par les questionnements autour de la construction des savoirs, la place de la musique. Donc là, je me suis rendue, effectivement, au 19e, la musique est très présente dans le quotidien aussi. Oui, mais justement, en fait, c'est aussi votre cheminement de musicienne qui m'intéresse parce que du coup, il y a vraiment un lien. Ça vient vraiment d'une pratique. Après, ce cheminement plus intellectuel, qui s'ancre dans une pratique, je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, finalement, l'hypnose, vous l'avez découverte dans un second temps. Vous, c'est plutôt la musique qui vous a amené à cette étude du 19e. Alors les chemins ont été transverses, on va dire, ils se sont recroisés à un moment donné. Donc il y a effectivement cette pratique musicale, mais qui est très maintenant vraiment très ponctuelle et plutôt pour amuser les tout petits à la maison, mais il y a une pratique d'écoute aussi évidemment. Je pense qu'il y a un rapport forcément kinesthésique à la musique, c'est-à-dire que j'ai fait du chant aussi à une époque lorsque je travaillais sur des chanteurs du 19e, donc mon approche était maintenant je vais expérimenter aussi par mon propre corps
Le chant. le chant, Voilà, ouais. alors que j'en avais fait de manière tout à fait limitée dans le cadre de ma formation musicale. Et plutôt, oui, avec cette Donc il y avait cette conscience curiosité aussi, voilà, d'expérimenter dans le corps et d'avoir aussi une approche de questions intellectuelles, mais par d'autres voies que l'intellect. Donc je crois beaucoup aussi au pouvoir de l'imagination quand on travaille sur des sources, quand on travaille sur des archives, quand on fréquente des lieux. Forcément, je crois qu'on est en tant qu'historien aussi plus attiré par tel ou tel lieu d'archives, aussi partout. La puissance de ces lieux, de ces objets qu'on explore. Et puis dans l'écriture aussi, évidemment, on convoque beaucoup l'imagination. Je pense que c'est par hasard aussi de s'occuper beaucoup d'histoire du spectacle, puisque quelles sont les traces, quelles sont les sources de l'histoire du spectacle. On est très souvent confronté à l'absence de sources ou au manque de sources, aux lacunes, puisque le spectacle, par essence, nous échappe toujours à une époque où on n'a pas de vidéos, pas de photos, seulement à la fin du siècle. Donc j'ai toujours été attirée par ces espaces où le factuel tend à nous échapper, où on doit inventer des sources, inventer des questionnements et qu'il n'y a pas d'objet préfabriqué pour l'historien. Votre défi, c'est finalement d'essayer de retrouver l'expérience qui pouvait être vécue à cette époque. Absolument. Ah, oui. Donc ça, c'est toujours ce qui m'a animée, y compris dans les recherches précédentes. Comprendre ce qu'un spectateur ou un auditeur ou un contemporain de l'époque pouvait ressentir, comment est-ce qu'il... Évidemment, ça fuit toujours, on ne le saura jamais, mais comment il exprime ce qu'il ressent, comment est-ce qu'il le décrit, donc quels sont les... Oui, c'est bien ce qu'on retrouve dans cette enquête. Votre livre, c'est vraiment une enquête, c'est assez incroyable, le nombre de sources, le cheminement, je ne sais pas trop combien de temps ça a pu prendre. Plusieurs années environ. Environ 4 ans. Mais du coup, effectivement, je ne vous ai toujours pas répondu sur cette question de pourquoi l'hypnose et la musique ensemble. Donc il y avait parallèlement, du point de vue de mon travail, disons, personnel, de mes curiosités, je fais du yoga depuis 20 ans, je pratique beaucoup la méditation, etc. Donc il y avait aussi un intérêt pour tous ces domaines-là où justement l'intellect lâche prise. Et puis j'ai par ailleurs commencé un projet de recherche sur les relations entre musique, opéra et sciences médicales au XIXe siècle, avec plusieurs domaines que j'explorais, donc notamment la phrénologie. Vous savez, l'étude de la forme du crâne et on en déduit des capacités intellectuelles ou pratiques ou même des tempéraments. Des tempéraments, et puis en même temps, l'idée c'est d'avoir aussi pour Gall, qui a fondé cette discipline, qui a été très évidemment suspecte et qui peut avoir des relents de nazisme quand on pense plus proche de nous, XXe siècle, mais quand lui la fonde dans le premier tiers du XIXe siècle, il y a aussi l'idée de travailler sur des dispositions qu'on aurait déjà, mais pas forcément comme un destin prédestiné. Enfin, qu'est-ce qu'on fait c'était plus avec un conditionnement qu'un déterminisme. Des dispositions et non pas un déterminisme. Donc c'est pour ça aussi que les... Ah oui, c'est pas comme ça qu'on nous le présente. Mais il y a beaucoup de courants de la fin du 19e, de réformistes de gauche, notamment en Italie, qui se sont appuyés sur ces travaux-là, justement. Donc ça montre que les récupérations politiques peuvent être dans un sens ou dans l'autre. Et ça m'intéressait beaucoup du point de vue de la musique, de voir comment certaines figures, comme Rossini par exemple, ou comme des chanteurs de l'époque, pouvaient avoir marqué des scientifiques. Donc je travaillais sur ces rapports-là, pas spécifiquement sur l'hypnose, et puis je suis tombée sur un épisode que je développe dans mon dernier chapitre, autour d'un chanteur, Victor Maurel, qui est le premier... interprète du Iago de Verdi dans l'Othello et du Falstaff aussi de Verdi, qui est un très grand chanteur mais aussi acteur de son époque, qui a aussi été convoqué pour enseigner le jeu à des acteurs de théâtre et aussi à des acteurs de cinéma, du cinéma des premiers temps. Et donc cette conférence qu'il donnait dans un cadre pédagogique consistait à rapporter la séance d'hypnose qu'il avait organisée chez lui, à son domicile, avec une des primadonnas de l'hypnose de l'époque. Et voilà, donc c'est vraiment cet épisode, et en creusant et en ayant moi-même approché l'hypnose ensuite dans un contexte plutôt médical pour travailler sur certaines choses, je me suis rendu compte que ça me fascinait, puisqu'évidemment,
Aujourd'hui, aller voir un hypnothérapeute, et en l'occurrence c'était un médecin, c'était intéressant. J'ai choisi aussi cette personne-là parce que je voulais expérimenter, mais c'est parce que je me suis abonnée d'abord à la lettre de l'Institut français de l'hypnose, donc je voulais suivre l'actualité d'aujourd'hui, Ah oui, ok. parallèlement à mon travail Oui, sur donc le il y a même cerveau. eu une enquête actuelle en fait. Voilà. D'accord. Et puis j'ai vu une interview de ce médecin qui travaillait en soins palliatifs et qui était plutôt défavorable à l'euthanasie, ce qui n'était pas ma propre position, mais il avait l'air d'être si confiant dans les pouvoirs de l'hypnose et de l'auto-hypnose qu'il pouvait défendre cette position, et du coup j'ai eu envie de le rencontrer et d'expérimenter avec lui. Et donc c'est vrai que finalement, dès la toute première séance, de manière peut-être plus ou moins accidentelle. Et puis même ce positionnement, c'était aussi celui que vous relevez du fondateur, d'un des fondateurs de l'hypnose, de James Braid, qui avait vraiment pour lui finalement pas trop de souci de savoir comment ça marchait, mais de constater l'efficacité, et notamment sur la douleur. Et c'est vraiment quelque chose thérapeutique en fait. Ça s'inscrit dans le pragmatisme d'une pratique plutôt que dans des débats d'ordre épistémologique sur ce que c'est, ce que ça n'est pas, des définitions qui, de toute façon, encore aujourd'hui, sont floues. C'est toujours j'ai l'impression toujours difficile d'avoir du consensus autour de ce sujet qui est l'hypnose finalement. Oui. Et c'est vrai que ce qui était intéressant avec ce médecin, c'est que dès la toute première séance, finalement, il a utilisé, il n'a pas utilisé, mais on a travaillé autour d'un geste, et moi, dans mon imaginaire, je l'ai tout de suite corrélé à la musique, à une situation de pratique musicale dans laquelle j'étais absorbée. Et donc c'était intéressant parce que finalement les deux choses se sont rejointes. Et puis, c'est ce que vous décrivez à la fin, avec la flûte, vous imaginez en train de jouer de la flûte. Absolument, Et puis le passage vers la fleur. Et comment ces associations, cette ouverture finalement qui laisse à une association. Oui. Alors là, j'essaie de ne pas interpréter, de relater une séance et de broder un petit peu aussi autour de ce que ça pourrait être aujourd'hui. Est-ce que c'est la mienne? Est-ce que c'est pas la mienne? Enfin, peu importe. Oui, il y a tout ce côté-là de « je est un autre ». Oui. Dans ce qu'on perçoit sur l'hypnose, quoi. Oui, absolument. Comme quand vous décrivez aussi dans le 19e des femmes qui viennent qui adoptent des postures qui ne sont pas du tout de leur condition d'origine. Donc il y a vraiment ce côté déstructurant, ou cette ouverture un peu à laquelle il faut accepter de se confronter. Oui, absolument. Donc il y a une plongée dans la subjectivité et en même temps une mise à distance de ce sujet, de ce jeu. Donc c'est ça qui est intéressant. Et pour le 19e, c'est vrai que les récits insistent énormément sur cette dimension, mais comment c'est possible qu'une jeune domestique puisse tout à coup voir des choses qu'elle n'a pas pu voir, elle n'a jamais été au théâtre, elle n'a pas pu comprendre d'où venait ce geste, ou bien elle tient l'éventail avec une grâce et une délicatesse qui n'est pas de sa condition. On voit aussi l'obsession du 19e pour ces classes sociales, pour ces distinctions sociales, pour le fait qu'on puisse reconnaître immédiatement par quantité de signes dans la vie de tous les jours, les codes, d'où vient chacun. Et donc c'est vrai que l'hypnose trouble cela, mais ne le trouble que le temps de la représentation, de ce spectacle, de cette spectacularisation. Donc cette transformation participe du spectacle, et en même temps, une fois le spectacle achevé, il est juste dans le regard de ces personnes que la personne revienne à sa condition. Surtout, on ne va pas non plus troubler complètement. De même qu'une femme paralytique dans les récits de La Fontaine va se mettre à danser des menuets divers et variés, mais à la fin, elle revient à sa condition de paralytique. Ce qui est intéressant dans ces expériences, c'est que finalement, le miracle, en quelque sorte, tient proprement au spectacle, mais pas tant à des capacité incroyable de guérison. C'est comme si la question de la guérison, si elle advient, c'est magnifique, mais dans certains cas, elle est presque annexe. C'est plutôt l'apaisement qui est recherché, c'est plutôt aussi la mise en relation entre un thérapeute et un patient ou une patiente, ou un sujet qui se prête à l'expérience, et un public. Donc il y a cette fascination pour des espaces autres, pour des choses que l'être humain devrait pouvoir réaliser, mais
c'est toujours reporté dans un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain. On peut imaginer justement que ces spectacles ont planté la graine pour finalement casser ces codes et cheminer vers quelque chose de plus démocratique, quoi. Peut-être. Oui, alors dans certains esprits, oui, dans d'autres, peut-être moins. Si on pense aussi à toutes ces expériences de récits, de narration aussi que réalisent tous ces médecins et observateurs qui sont fascinés par les rituels et des Aïssawa, par exemple, dont je m'occupe aussi. Donc c'est cette congrégation la musique, musulmane. Oui, donc la musique là est absolument primordiale, évidemment. Et c'est une musique très différente aussi. Absolument. Parce que là, dans les salons du 19e en France, c'est plutôt de la musique, je crois qu'on dit apollonienne. Ah oui, dans ce registre, effectivement, si on se place du côté de Nietzsche et de ces distinctions entre types de musique, absolument, on pourrait recroiser ces catégories. Alors que là, la musique des Aïssawa, Aïssawa, ce serait plutôt Dionysac avec quelque chose de plus rythmé, beaucoup de percussions et des répétitions des boucles et qui vont un peu entêtantes au point de mettre les auditeurs en transe finalement. Oui, en même temps, ce n'est pas une action mécanique, ce n'est pas la musique elle-même qui seule provoque ces effets. C'est l'association de la musique avec d'autres conditions, comme les odeurs, donc de saturer la salle, qu'il y ait le moins d'air possible qui circule, donc de la fumée aussi, du son évidemment, et puis la présence des corps les uns à côté des autres. Et c'est tous les sens finalement qui sont troublés. Tous les sens effectivement troublés et arrivent à une forme de saturation, donc par la répétition, mais aussi le mouvement du corps, donc de lignée de la tête, d'avant en arrière, du torse, donc de répétition constante de toutes, donc d'induire des comportements et aussi qu'il y ait un entraînement de ça. Que ce ne soit pas quelque chose que tout à coup on se met à faire et on est transformé par l'action, mais que ce soit des gens qui justement pratiquent ça depuis longtemps et qui sont habitués à ces mises en transe. Donc c'est intéressant parce que les observateurs du 19e souvent cherchent des actions aussi mécaniques. Qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui produit quoi, alors que là on a l'impression c'est plein de choses finalement. C'est ça, il y a plutôt l'idée d'une arborescence de cause ou quelque chose qui nous parle aussi plus, je crois, aujourd'hui dans ce type de situation. On comprend que c'est pas A qui produit B, mais on est plus dans un faisceau de corrélation, c'est ça, quelque chose de complexe. Mais effectivement dans ce type de situation, loin de se dire incroyable, ce sont des surhommes, parce qu'une fois qu'ils sont en condition, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont pouvoir se livrer à des pratiques qui sont jugées d'automutilation pour les des observateurs. clous dans la langue, des bris de verre, à manger des bris de verre. C'est ça, d'avaler des scorpions, des serpents. La lecture de cette partie était assez désagréable. C'est J'ai un peu vu. C'était vraiment éprouvant de voir tout ça. En plus, il y a plein d'illustrations d'époque vraiment chouettes et qui plongent bien le lecteur, quoi. En tant qu'ostéopathe, vous voyez tout ce qui est infligé à ces corps. À ces tissus, que je dorlote toute la journée, là, ça me fait encore plus mal, je crois. Mais c'est vrai que pour les observateurs de l'époque, c'est très difficile à comprendre aussi. C'est vraiment un choc et en même temps, c'est quelque chose qui est recherché. C'est le frisson de l'horreur. Oui, mais du coup, ils sont aussi, quand ils viennent à Paris, là, ils sont quand même assez, finalement, traités comme des animaux. Oui, ça c'est intéressant, effectivement. Il y a vraiment quelque chose, aussi, c'est ce pouvoir de lâcher prise qu'ils ont sur leur corps, finalement. Ça a un côté de répulsion aussi pour les gens qui voient le spectacle, qui ne peuvent pas s'identifier, je pense, à ces gens et ressentir de l'empathie. Parce que, oui, absolument. Ni d'empathie, ni d'admiration pour ce que ferait... c'est aussi un comportement du point de vue du fakirisme ou de ce type de pratique. Il y a une limite à leur raison, à leur imagination. C'est pas compatible avec la manière dont leur rationalité se construit et leur croyance aussi. Puisque
là, finalement, quand ils décrivent toutes ces actions, ils s'intéressent bien peu au contenu spirituel et mystique de l'expérience. Et le père, il n'est pas du tout perçu. Ouais. Non. Ou alors, elle est perçue comme de la folie, mais Oui, pas ou comme de quelque la chose folie de mystique Satan. de l'époque. Oui, alors voilà, il y a toutes ces dimensions-là. Ça, Mais c'est vrai que lorsque assez c'est même... récurrent dans plusieurs. Oui, puisqu'on associe plusieurs époques. l'hypnose aussi à à ce monde ésotérique. Mais lorsque les mêmes scientifiques s'intéressent aux hallucinations de jeunes femmes de la campagne qui ont vu la Vierge apparaître, puisque vous savez, les apparitions se démultiplient au XIXe siècle, qui sont aussi le signe d'un rapport aussi plus intime avec la religion et puis d'une appropriation de ce domaine mystique. Par toutes ces classes aussi sociales. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ils vont s'intéresser au contenu mystique et religieux. Alors que pour des musulmans, peu importe, puisque ce sont dans le cadre d'idéologies colonialistes, ce sont des hommes qu'il faut soumettre. Soumettre, domestiquer. Exactement. De toute façon, oui, il faut civiliser. Donc, civiliser, oui. Il y a cette brutalité, y compris dans l'image, dans les images que je reproduis dans l'ouvrage. On voit aussi cette brutalité et on voit le trait du dessin qui effectivement tend à montrer des hommes animalisés. Animalisés, voilà, oui. Comme dans les descriptions aussi. Donc là, l'hypnose est une hypothèse qui est convoquée pour essayer de comprendre ce qui se passe et comment ces hommes sont capables de se mettre dans de telles conditions et donc de supporter de telles épreuves. Mais d'ailleurs, et parfois ils ne les supportent pas, hein. Parfois ça peut conduire à la mort. Là, ça conduit à la mort, dans différents cas en plus. Donc du coup, c'est une mort en plus qui est vécue comme accessoire, comme quelque chose qui arrive de surcroît. Bon, c'est possible d'en mourir. Et c'est comme ça. Il n'y a pas de responsable. Oui, absolument. Hein, le maître de ces personnes. Mais bon, on s'écarte un peu du sujet. Mais c'est vraiment troublant. En tout cas, la lecture fait bien voyager. On ne s'écarte pas complètement aussi parce que finalement, dans la manière dont sont décrites ces situations, et aussi parce que l'hypothèse de l'hypnose est convoquée pour dire ils sont sous l'hypnose, sinon ils n'y arriveraient pas. Oui. La position du maître, comme vous dites, du cheikh qui est là, ou de la personne qui occupe ce rôle, elle est aussi ambiguë. Mais elle est aussi difficilement compréhensible pour l'observateur occidental, mais elle est aussi intéressante par cette déresponsabilisation au sens où c'est comme un hypnothérapeute aussi d'une certaine manière qui est là pour mettre en relation le sujet avec une dimension autre. Mais ce n'est pas lui qui dirige ou qui... Voilà, sans être le marionnettiste. Voilà, c'est ça. Peut-être il conduit, mais il ne mène pas. Et donc ça c'est intéressant parce que dans les visions de l'hypnose du 19e, il y a aussi des visions très différentes. Un Charcot dirige, mais un Hippolyte Bernheim, lui, met en relation. Oui. Et donc on est plus proche aussi d'une vision qui est contemporaine, où le thérapeute ne met pas en principe en communication avec des espaces mystiques, mais il tend à s'effacer. Il est là pour favoriser la relation, mais il ne veut pas être perçu comme un gourou ou comme un grand Manitou. Il est dans une position de soignant, donc d'accompagnant aussi. Alors que dans l'hypnose, c'est ce que je fais aussi en ostéopathie finalement, c'est de chercher le bon point d'appui pour permettre au corps de se rééquilibrer, quoi. Absolument. C'est universel cette façon de soigner finalement en laissant le corps, l'homéostasie, les forces inhérentes à la vie finalement agir, quoi. C'est plus une histoire comme notre fondateur disait, c'était plus nous on doit rechercher la santé. On ne va pas s'occuper de la maladie. On va trouver où est la santé pour la laisser se diffuser dans tout le corps finalement. Pour la laisser œuvrer, quoi. Oui, c'est intéressant. Si on recoupait, effectivement, je pense qu'un Charcot est obsédé par la maladie, justement le mal, et la mise en scène de la maladie, la spectacularisation de la maladie, même lorsque finalement peut-être maladie il n'y a pas, mais il faut aussi l'inventer d'une certaine manière à un certain moment pour que ça fonctionne. Alors que, donc pour lui, la vision de l'hypnose est ancrée dans une pathologisation. Alors que pour un Hippolyte Bernheim, c'est, comme vous le disiez aussi au départ, l'idée est que tout un chacun, et pas que les hystériques, peuvent accéder à ce domaine et peut effectivement le pratiquer pour accompagner une vie et pas simplement une situation de maladie, en fait. Oui, tout à fait. Et puis il y a des choses qu'on retrouve, et notamment sur le cas de la personne qui est opérée
La femme qui est opérée du sein. Oui. Alors ça, c'est aussi, mastectomie. c'est vraiment incroyable aussi ce passage où il faut que je le décrive d'ailleurs, il faut que je le retrouve parce que je voulais relire un passage, mais où là il y a beaucoup de, vous insistez notamment sur sa pratique religieuse. Et il y a vraiment un lien comme ça, je trouve, entre finalement être en état de transe et faire une prière a priori bien faite. J'ai l'impression que ça doit mener à un état de transe, quoi. Oui. Et on retrouve ça en plus à l'église avec l'encens, donc le parfum un peu fort, capiteux. On est tous réunis. Bien sûr. Donc il y a vraiment quelque chose finalement dans différentes sociétés. Il y a quand même plein de traits communs sur cette façon d'aborder la transe finalement. C'est quelque chose de très, très commun. Le terme de transe lui-même d'ailleurs vient d'Hippolyte Bernheim, qui donc l'a utilisé avec un C dans le cadre de ses travaux sur l'hypnose, sur la suggestion, etc. Donc c'est un terme qui nous vient aussi de cette époque. Et dans le cas de Lucy Thurston, ce qui est intéressant, c'est que c'est la femme d'un révérend, donc dans les îles Hawaï, elle doit subir cette mastectomie. Alors à l'époque, on a d'autres moyens d'anesthésier. Mais dans son cas, donc on a le chloroforme par exemple. Oui, mais elle avait déjà fait un malaise. Exactement, donc dans son cas, les médecins jugent qu'il n'est pas bon l'utiliser. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, le chloroforme peut poser problème, c'est-à-dire qu'il y a des opérations qui ont raté, où la personne est décédée, non pas de l'opération même, mais d'utilisation un peu trop... Du fait de l'anesthésie. Voilà, exactement. Donc du coup, l'hypnose intéresse beaucoup. Tous ces états altérés intéressent beaucoup les chirurgiens en particulier, lorsque toutes ces situations, donc ce qu'on a appelé le mesmérisme, ensuite le somnambulisme, etc., toutes ces différentes formes que prennent aussi ces états depuis à peu près la fin du XVIIIe siècle occidental, même si évidemment ça devait exister avant. Hein, toutes les histoires de l'hypnose de l'époque sont intéressantes parce qu'elles commencent toujours par des histoires de l'hypnose. Oui. Donc on commence toujours et on remonte à l'Antiquité, justement, à des situations de bacchanal ou de ça. Puis même, je crois qu'il y a toutes les histoires aussi sur la pitié de Delphes. Absolument. Où on a retrouvé finalement un gisement de gaz dans la zone, et donc c'est sûrement le gaz qui lui faisait avoir ces visions. Enfin, oui, c'est vraiment intéressant donc, de voir comment ce lien aussi avec l'histoire permet de réinterpréter des situations. Enfin, et bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéresse beaucoup à ce domaine aussi justement parce que tous ces états altérés peuvent provoquer beaucoup de suspicions et de doutes du point de vue médical. Donc longtemps, l'hypnose va être exclue de l'académie. Il faut penser aussi que la médecine s'institue comme discipline à ce moment-là. On connaît énormément de choses sur les maladies, on connaît énormément de choses en termes de savoir, mais on a peu de leviers pour soigner ou guérir, apaiser. Et ce sont les chirurgiens en particulier qui vont être donc James Braid qui invente le terme d'hypnotisme. Les chirurgiens en fait. Voilà, c'est eux qui vont vraiment se reconnecter à tous ces états et les utiliser en justement accentuant le fait que ce ne sont pas eux qui détiennent le pouvoir de l'hypnose, mais c'est quelque chose qu'ils activent chez les sujets, chez les patients. Et là, dans le cas de l'opération de cette femme, c'est vraiment ça. Parce que là, moi, je me suis dit que c'était plutôt une illustration de l'auto-hypnose. Absolument, en fait. Oui. Comme elle le décrit, en plus, il y a plusieurs extraits, et il y en a un que je trouve vraiment fascinant, c'est quand elle dit « Un grand malaise me saisit et me priva de mon petit déjeuner, suivi d'une très grande faiblesse. Mes douleurs n'étaient plus locales. C'était le sentiment général d'une agonie de tout le système. » Donc là, il y a vraiment un effondrement, un abandon. Et je trouve que c'est vraiment ça, en fait, c'est tout côté de lâcher prise pour accéder à cet état d'hypnose, quoi. Oui. Et après, elle raconte en même temps qu'elle avait quand même la ferme intention de contempler la chose jusqu'au bout. Donc il y a une agonie de tout le système, mais il y a toujours son intention qui est très forte et qui lui permet de résister, quoi. Et qui aussi, évidemment, a des buts d'édification morale et religieuse, parce que pour elle, elle y voit l'occasion aussi
d'expérimenter le martyre. Donc elle est en train d'être prise en charge médicalement, mais au moment où elle sent ce grand malaise la gagner, c'est lorsque le médecin attaque en fait, lorsqu'il commence à opérer. Et donc c'est à ce moment-là qu'elle sent tout cela, et donc on voit comment le corps effectivement permet d'accéder à ces états. Elle ne parle à aucun moment d'hypnose ou d'auto-hypnose. Non, C'est moi qui, en lisant cette lettre, a été frappée par la coïncidence entre justement toute cette mise en condition, cette préparation qui est à la fois spirituelle et corporelle, hein, même dans toute la manière dont la pièce, la maison est préparée, la pièce, il faut qu'il y ait un livre de prière dans la pièce, parce qu'évidemment elle pourrait mourir hein, dans cette affaire. Oui. Et donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette accession à des états autres, c'est une femme qui est vraiment dans l'hyper-contrôle hein, habituellement, et là, elle lâche, et en même temps, elle est quand même effectivement toujours en train d'être, peut-être pas dans l'hyper-contrôle, mais dans une présence comme exponentielle, à vouloir suivre tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, oui. Puis ce qu'elle dit, c'est que finalement, tout ce qu'elle voit, c'est... mais j'ai réfléchi, chaque fois que j'ai pu entreapercevoir quelque chose, c'était la main droite du médecin couverte de sang jusqu'au poignet. Oui. Et c'est incroyable comment elle a pu tenir avec cette vision d'horreur, quoi. Et la lame, mais en même temps, c'est aussi ça qui permet l'ancrage et la focalisation, comme dans justement des pratiques ou des exercices d'hypnose, même contemporaine, où on fixe une petite lumière. Oui. Ah oui, c'est ça son ancrage. Ou même en yoga, dans le tantra, les exercices avec la bougie, où on fixe la mèche. Enfin, il est vraiment avéré que la fixation de points lumineux, ou même pas forcément lumineux, mais permet le médaillon du hypnotiseur. Le médaillon de l'hypnotiseur, ou même un point sur le mur. Parce que l'ultra-concentration va forcément conduire, à un moment donné, plus ou moins prolongé, au décrochage de l'attention. Parce qu'on ne peut pas rester focalisé comme ça. Le cerveau va lâcher, mais il y a un ancrage sensoriel qui fait qu'on... Donc effectivement, la lame, pour elle, c'est pas tant l'instrument de l'horreur et de la douleur que l'ancrage en fait sensoriel pour accéder à ces états. J'avais même pas saisi ça. Moi, j'étais resté vraiment dans le sentiment d'horreur en me disant mais c'est son sang. Donc je n'arrivais même pas à faire le lien avec tout ce procédé d'ancrage que je connais pourtant, mais... Ah oui, c'est intéressant, vous avez vous-même été saisi par la situation. Et ce qui est intéressant aussi là, pour vous peut-être aussi en tant que thérapeute, c'est toute la relation et tout le protocole qui s'instaure avec les médecins. Parce que normalement, donc, à cette époque aussi, hein, ils arrivent à plusieurs et en petit conciliabule. Et elle, dès le départ, elle veut rester debout, elle ne veut pas s'asseoir, elle veut plaisanter avec eux, elle veut se mettre sur un pied d'égalité. Elle ne veut pas être justement... Elle veut participer, absolument. Et il y a un protocole pour la laisser participer. De même qu'aujourd'hui, aussi, quand vous faites une opération sous anesthésie locale, le thérapeute vous explique, il est quand même tenu aussi d'expliquer un minimum ce qui se passe. Et vous dire alors maintenant je vais faire ceci, maintenant je vais faire cela. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il lui demande de réitérer son consentement. Il lui dit bon, maintenant je vais faire ceci, est-ce que vous êtes prête, est-ce que je peux, et donc elle dit oui, vous pouvez. Et donc c'est ce oui qui marque aussi la relation entre le sujet et le thérapeute. Oui, là, elle est à la fois finalement spectatrice, actrice. Je voulais aussi revenir sur le fait qu'en fait, sur cette femme, il y a vraiment quelque chose aussi de la communion, je pense, de souffrir dans la chair, un peu comme le Christ sur la croix. Il y a vraiment quelque chose, ce que vous décriez du martyr, quoi. Absolument. Qui l'a tenue et qui finalement, pour elle, elle a un peu transformé cette épreuve en quelque chose d'initiatique. Complètement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où elle est un peu au summum de son état altéré, tout à coup, lui vient en tête un hymne qu'elle se met à réciter. Donc il y a aussi une affirmation du sujet et qui se met à réciter cet hymne. Même on ne sait pas si ça a été chanté, si ça a été dit, mais peu importe. Finalement, là, la musique, justement, a un pouvoir symbolique très fort par les mots même qui sont ici prononcés et qui accomplissent ce mariage mystique avec le Christ. Et d'ailleurs, elle dit à ce moment-là, je ne pensais plus à mon mari, mais je n'ai plus vu que... Donc il y a comme substitution, en quelque sorte, du mari avec un grand thème, de l'époux, pour accéder à ces états, en effet. Mais c'est vrai que là, on est dans un cas presque
presque idéal, presque un cas idéal, bon, Ouais, c'est l'horreur, mais ouais. effectivement le 19e est aussi, déborde aussi de situations Mais où, idéal parce que ça lui a permis de surmonter. parce qu'elle ça le permet de manière très pragmatique, et Voilà, puis parce hein. qu'il y a une participation, il y a une complicité entre le sujet Et le chirurgien aussi. voilà, et les chirurgiens. Ouais, oui. Alors Donc que, oui, évidemment, et on revient à la dans musique, d'autres cette cas, façon de se remettre à son patient, c'est ça. ce qu'elle fredonne ou ce qu'elle chante. Et il y a vraiment un côté un peu comme la maman qui chante une berceuse. C'est un peu comme la Madeleine de Proust, il y a vraiment quelque chose de régressif quoi, et de sécurisant. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, puisque justement, ce témoignage vient d'une lettre de Lucie elle-même à sa fille, à l'une de Oui, ses cette filles. femme qui a été opérée, Ouais. oui. Qui n'a pas pu donc être à ses côtés. Oui, parce que comme elles étaient à Hawaï. Voilà, alors ils sont tous, c'est une grande famille, ils sont un petit peu dans leur travail de missionnaire. Ils sont un petit peu, la famille n'est pas entièrement réunie, ses fils sont avec elle, mais elle raconte à sa fille ce qui s'est passé. Mais le cas de la berceuse est aussi quelque chose qu'on retrouve régulièrement aussi sous la plume de Bernheim, comme une des situations hypnotiques par excellence, où justement il y a le mouvement répétitif, il y a le son. Donc là aussi, le son est associé à d'autres choses. Mais en plus, mais même ce mouvement, pour nous en ostéopathie, c'est vraiment très bien fait pour nous. Parce que le rocking chair, quand on tient le bébé sur nous, ça fait des mouvements transversaux. Et donc pour nous, ça active plutôt le système nerveux de repos parasympathique. Alors qu'un balancement d'avant-arrière, comme les mouvements des autistes par exemple, là ça va plutôt stimuler le système nerveux sympathique de stress, de contrôle, de vigilance et tout ça. D'accord. Donc ouais, c'est dingue, comme finalement les anciens faisaient bien les choses quoi. Les berceaux aussi, les berceaux qui berçaient de droite à gauche. Oui, et puis ce qui est intéressant aussi avec cette image de la berceuse, c'est qu'il y a l'idée que par ces états, on accède à des états comme archaïques en quelque sorte, mais qui concernent aussi, dans des visions idéalisées de l'époque, certaines, toute l'humanité. C'est-à-dire que lorsqu'on fait ces expériences d'hypnose, il ne s'agit pas tant d'enquêter autour du vécu singulier de telle ou telle personne, de ce qu'elle aurait vécu dans son enfance, dans sa petite enfance, mais il s'agit d'essayer d'accéder à une espèce de grand répertoire archaïque, de symboles, de significations qui serait commun en fait. à l'humanité. C'est une façon aussi peut-être de cheminer vers ce qui est inné en nous, ce qui n'a pas été un peu contrôlé par le cerveau, l'esprit. Ce qui préexisterait, mais donc du coup ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces visions, on parlait tout à l'heure de ces femmes qui manient l'éventail avec grâce, et bon, alors c'est comme si ce geste était un geste lui-même archaïque et non pas construit socialement par des années de contrôle, d'ultra-vigilance de la femme dans un contexte bourgeois, etc. Oui. Donc il y a aussi l'idée que les gestes qui sont produits sous hypnose peuvent nous corréler à un monde idéal et symbolique où la grâce avec un G majuscule, la délicatesse, ou la violence avec un V majuscule, donc toutes des émotions qui seraient exprimées par des gestes eux-mêmes comme symboliques, voilà, comme des symboles, comme des blasons en quelque sorte des affects. Oui, et justement, c'est bien que vous parliez des émotions. Mais par rapport au mouvement finalement, et ce qui est assez contre-intuitif parce que l'hypnose, étymologiquement, c'est plutôt dormir. Et alors que l'émotion, c'est plutôt mettre en mouvement pour la peine. Même en anglais, motion, mouvement. Et là, je sais plus... Ex movere. Voilà. Sortir de soi, en fait. Déplacer hors de... Et puis surtout à notre époque, en fait, où on remet vraiment les émotions à leur place, avec les travaux notamment de Damasio, d'Antonio Damasio, où avant on avait l'impression que les émotions ça venait perturber le grand esprit, et alors que maintenant avec son travail on s'aperçoit que c'est vraiment l'émotion qui est première et qui va finalement animer le souffle de l'esprit quoi. Et il y a vraiment quelque chose comme ça dans l'hypnose aussi qui libère un peu du carcan social pour exprimer finalement un véritable soi, j'ai l'impression, ou un soi idéalisé. Comme cette femme avec son éventail, elle a sûrement vu d'autres femmes le faire.
mais sans oser. Absolument, il y avait une question sans doute de verrou aussi, d'inhibition sociale, donc il y a sans doute quelque chose qui a été perçu inconsciemment. Et, évidemment, je pèse mes mots puisque on est aussi dans des visions de l'inconscient qui préexistent à Freud. Hein. Freud n'a pas inventé l'inconscient, bien d'autres personnes avant lui et pendant ses propres travaux théorisent des inconscients, donc de manière aussi différente et distincte. Mais sur le lien entre mouvement et émotion, et geste, émotion, ce qui est intéressant aussi, c'est que la période qui m'intéresse est aussi contemporaine de travaux très importants comme ceux par exemple de William James sur l'émotion, donc le frère de Henry James, le romancier, et aussi sur toute la question de qu'est-ce qui préexiste. Par exemple, dans une situation de peur, est-ce que c'est parce que un homme voit un prédateur, un tigre, qu'il a peur et donc il s'enfuit, ou est-ce qu'il ne s'enfuit pas et il a peur après? Et c'est ça qu'il propose de nouveau, hein, parce qu'on pense longtemps que voilà, j'ai peur et donc je m'en vais. Oui. Mais là, c'est l'idée que non, c'est d'abord le mouvement, parce que c'est ça aussi l'évolution, c'est l'instinct de survie. Donc d'abord on a le mouvement et ensuite l'émotion vient avec le mouvement, comme si du coup le corps provoquait l'émotion. Oui, et c'est exactement en plus ce que j'ai ressenti. Moi personnellement, j'avais la phobie des souris. Et une fois que j'étais à Venise, en fait, entre-temps, je m'étais fait hypnotiser justement pour faire passer cette phobie. Et justement, donc à Venise, il y a un gros rat qui passe, et là, je me suis vu ne pas réagir. Mon corps donc ne rien faire, et donc je me suis dit c'est que ça doit aller. Et c'est assez incroyable de l'expérimenter, parce qu'il y a vraiment une dissociation. Oui, D'ailleurs, absolument. dissociation, c'est un mot, je crois que vous employez jamais. Oui, c'est un mot qui est plus connoté aussi d'un point de vue psychiatrique, on va dire, et qui est plus contemporain. C'est pas un mot que je fréquente. Donc j'essaie effectivement de travailler en interrogeant les concepts de l'époque, en essayant de les comprendre de l'intérieur, et en essayant même si on a très envie de faire le lien entre des choses d'aujourd'hui, mais j'essaie d'éviter de les... que j'ai pas vu ce mot, je me suis dit mais c'est incroyable, c'est une performance, quoi. C'est un peu comme le comme dans le la dans la disparition, ouais. Parce que parler d'hypnose sans parler de dissociation, pour moi, c'était incroyable. Mais du coup, je vois mieux. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, effectivement, c'est le fait que le corps reste calme qui peut envoyer le message donc inverse que, en fait, tout va bien. Si mon corps reste calme, j'ai peut-être pas de raison d'avoir peur. Oui, et donc l'esprit peut rester tranquille aussi. C'est ça. Garder l'esprit tranquille. Ouais. Et donc, on peut aussi, imaginer, effectivement, guérir par là. Mais en même temps, c'est une sorte de garrot, en quelque sorte, là, l'hypnose. Puisque on a verrouillé le corps, d'une certaine manière, positivement, pour créer du changement. Donc finalement, je crois que ce qui intéresse plus les thérapeutes d'aujourd'hui, c'est pas tant de verrouiller, évidemment, c'est de verrouiller pour ouvrir. Qu'est-ce qui se passe après? Comment, effectivement, le corps, l'esprit, etc., tout va s'emparer de cette situation et créer quelque chose d'autre. Alors qu'il y a des mon situations... cerveau a constaté que j'avais survécu. Donc, c'est adapté. Que les petites bêtes ne mangeaient pas les grosses. Voilà, c'est ça. Et donc ça permet, finalement, c'est ce garrot qui permet d'expérimenter. Mais après, c'est vrai, mais c'est en ça que c'est beaucoup contesté, l'hypnose, et qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, mais l'hypnose, ça fait que déplacer des symptômes, par exemple. Mais après, au moins, si ça les fait bouger, je pense que c'est rassurant aussi pour les patients de ne pas être collés dans un symptôme au point d'être identifié à ce symptôme. Oui, absolument. Il y a des gens... Je me rappellerai toujours d'une personne qui avait des migraines depuis 20 ans. Puis après quelques séances d'ostéopathie, c'est passé. Elle était paumée. Alors, bravo. Après, c'est son corps aussi qui a lâché la stratégie. Mais après, en même temps, elle n'était pas forcément très bien. Parce qu'elle était assez désorientée. De plus la voir, c'est un peu comme une béquille. Donc je pense que ces symptômes, si au moins on peut les faire bouger et qu'ils ne restent pas 20 ans, c'est quand même plus simple. Et d'ailleurs, je pense que... Alors, je ne suis pas experte dans le domaine, mais... ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu aussi expérimenter de l'hypnose thérapeutique d'aujourd'hui, c'est précisément ça, c'est la mise en mouvement, c'est tenter
d'expérimenter plutôt que les autoroutes où justement on a des mécanismes, des stratégies, des comme vous autoroutes, dites. des protocoles. C'est ça, donc d'insérer un petit et si, Oui. c'est-à-dire et si on prenait ce petit chemin de traverse, et si on essayait quelque chose d'autre, et même de le faire en pratique, c'est-à-dire peut-être que au lieu de rentrer tous les soirs du travail par le même chemin, et si je m'habituais dans ma vie de tous les jours à introduire du jeu au sens vraiment propre et figuré, et Oui. introduire quelque chose d'autre. Comme du jeu dans un C'est ça, mécanisme. exactement. Et et le même fait du de coup de jouer, faire ce découvrir. travail ou comme on fait en visualisation ou en méditation, etc., de s'intéresser beaucoup à des domaines sensoriels, peut-être un peu moins pratiqués, puisqu'on utilise principalement la vision aussi aujourd'hui. Donc en fermant les yeux, déjà on coupe beaucoup de ces autoroutes neurocognitives. Et on s'habitue aussi à imaginer, je ne sais pas, l'odeur d'une mousse, la sensation dans une balade en forêt, qu'est-ce qui se passe quand on décroche la mousse. Donc de travailler un peu des sensations, des micro-sensations comme ça, qui en fait vont insérer dans la vie quotidienne aussi d'autres sensations, puisqu'on va ensuite avoir envie de se balader en forêt pour emmagasiner de ces micro-sensations que peut-être qui nous échappent. Donc ça introduit du jeu, du et si, plutôt que de travailler sur les symptômes directement. Oui. De travailler sur aussi des chemins de traverse, des à côté. Et donc, c'est comme une ouverture pour les diluer dans un tout plutôt que de rester focalisé dessus en fait. Oui, absolument. Il y a un travail comme ça d'inscription dans toute une gamme d'autres sensations. Donc déjà de plus être dans la sensation de la douleur uniquement et de créer par l'imagination. C'est-à-dire que l'idée, je pense, de ce que j'ai pu expérimenter, ce que je ressens, c'est qu'il s'agit d'expérimenter le pouvoir de l'imagination et pas tant simplement de convoquer des souvenirs, de mobiliser la mémoire. Oui, de faire du nouveau, quoi. Voilà, pas de toujours créer de regarder du en nouveau. arrière, mais créer du nouveau, ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi, justement, quand on est dans un domaine au 19e où il y a tous ces débats, donc on plonge dans des débats Parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même des consensus. Et on a tendance à... Ces débats autour de l'hypnose. Autour de l'hypnose et de la place aussi que peut avoir, que peuvent avoir les sens, et donc que peut avoir la musique aussi dans tout ça. Aujourd'hui, il y a plutôt un consensus avec une hypnose dite de spectacle, de musical, qui est plutôt celle qui prend possession, qui est de l'emprise en fait. Oui. Et donc ça, voilà, c'est censé être mal, c'est mauvais, voilà, c'est pas bien. Et en même temps, il y a une curiosité autour de ça, ça se pratique, même à la télévision, et des anecdotes où un homme a été amené à la police par sa femme parce qu'il avait été saisi par Mesmer à la télévision. Enfin, voilà, et tout ça va renforcer le pouvoir de cette hypnose-là. Et puis il y a toute l'hypnose thérapeutique qui est, bon, ne vous inquiétez pas, moi je ne vais pas prendre possession, je suis là pour vous accompagner. De toute façon, ce sont des choses que vous expérimentez quand vous prenez le train ou quand vous conduisez. Donc il y a tout ce côté rassurant, il y a le soin, et l'autre côté, le spectacle. Moi, ce qui m'intéresse au 19e, c'est que soin et spectacle se mêlent. Et les thérapeutes convoquent des publics. La présence du public n'est pas ce qui va déterminer qu'on soit dans un contexte de soin ou contraint de spectacle. Il y a plein de gens dans cette situation. Il n'y a pas forcément qu'un thérapeute face à un sujet. Même dans la situation qu'on décrivait tout à l'heure de Lucie, il y a plusieurs médecins, il y a ses fils, il y a des gens qui sont là pour aider. Enfin, tout ça se passe publiquement. Et donc ça, c'est un aspect important. Et ça doit jouer, ça doit jouer sur le déroulement finalement. Absolument, oui. Absolument, Et ça, mais ça, j'arrive pas bien à mesurer. Du coup, d'en faire un spectacle, a priori, on peut penser qu'on a plutôt le trac et qu'on est plutôt en vigilance, quoi. Et que les gens s'abandonnent dans une transe comme ça, avec un public, ça paraît pas évident. Mais d'où la musique. Mais il y a plutôt aussi. le contraire aussi. Il y a aussi l'idée que des acteurs pourront vous décrire la situation, ils ont le trac et puis ils montent sur le plateau et ils n'ont plus le trac. Oui. Il y a aussi ce moment où ça commence, ou comme ce basculement dans un autre état. Oui, c'est plus vraiment pour de vrai. Il y a un public, c'est un spectacle, c'est plus... Alors, je pense que ça, c'est intéressant parce que pour le 19e, justement, les observateurs occidentaux sont obsédés par cette question, y compris avec les Aïssawa, mais est-ce que ça se passe vraiment ? Donc, on veut comprendre si c'est vrai ou pas vrai, ou authentique ou simulé. Mais ce qui est intéressant dans ce domaine, qui est l'hypnose, c'est que, en fait, peu importe.
L'idée, c'est qu'il y a une suspension à un moment donné de ça, puisqu'on rentre aussi dans un autre domaine où ce ne sont pas les mêmes mécanismes, les mêmes ressources qui vont jouer. Donc, c'est vraiment d'où l'idée de peu constater importe sans ce qui se passe vraiment. Voilà. Et ça, il y a quelque chose d'assez performatif. En fait, peu importe le pourquoi du comment, ce qui compte, c'est ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Et vraiment y être présent pour essayer de saisir justement ce qui se passe, plutôt que de réfléchir à ce qu'on est en train d'observer et de nous en couper. Et c'est comme finalement, j'en parlais avec un kiné qui fait la rééducation pour les vertiges. Et il me disait que finalement, le cerveau, il est toujours en train de faire des statistiques sur ce qui va arriver en fonction du passé, d'où le tournis. Parce que quand on tourne, le cerveau, il se dit « Ah bah ça va continuer à tourner, donc il faut que je continue de tourner. » Donc c'est pour ça quand on s'arrête, on a toujours le tournis en fait. C'est de ce fait-là. Et alors que le corps est vraiment dans le présent. Il a tous les capteurs, et d'où aussi ce que vous disiez sur le prédateur, le corps réagit parce que le corps est dans le présent et après le cerveau en déduit, analyse pour faire des plans pour la survie, quoi. Ça c'est intéressant aussi parce que ça s'est aussi construit historiquement. Enfin, aujourd'hui on a cette idée que face aux prédateurs il y a 3 types de réactions, soit la fuite, soit la sidération, la paralysie, soit l'attaque, l'agression. Mais si on regarde aussi toute l'histoire de la représentation des passions, si on remonte aussi loin, on voit des représentations de la peur comme quelque chose qui fige, qui saisit. Et les acteurs jouent ainsi la peur. Ce sont des mouvements où ils sont sidérés, ils mettent le corps est stable, mais un peu à l'oblique, mais la main devant, oh là là, mais ils ne sont pas en train de fuir. Et au 19e, on commence à avoir des acteurs qui fuient sur scène, comme Maria Malibran par exemple. Et ça, c'est une révolution pour la scène, parce que ça ne fait pas partie des codes de représentation esthétique de la peur, que tout à coup elles disent même à son partenaire, moi dans la scène finale d'Othello, elle joue Desdémone, je ne réponds plus de rien et je ne vais pas me laisser assassiner parce que j'ai tellement peur que je m'enfuis et je saute au rideau et voilà. C'est quelque chose qui est complexe à comprendre aussi parce qu'on se dit c'est un coup de pub, elle fait ça parce que c'est de la surenchère et puis elle va saisir son public, mais en même temps elle a l'air de décrire vraiment des états comme ça où elle sacrifie même des morceaux de l'œuvre parce que elle laisse tout en plan et elle s'en va comme ça. Et donc c'est intéressant de voir qu'elle-même, elle est dans un état qu'elle joue. Et en même temps, c'est parce qu'elle le joue qu'elle rentre dans un autre état. Et c'est en alimentant cet état par le récit qu'il a lieu aussi. Donc le public, c'est peut-être un peu confus ce que je dis, mais le public est saisi par ce qu'il voit. Aussi parce qu'il voit quelque chose de réaliste, une fuite dans la peur, et en même temps d'inattendu et de saisissant, et en même temps il voit l'actrice en train d'être possédée. Voir l'actrice réagir, finalement c'est le public qui se retrouve sidéré, quoi. Et voilà, il y a une circulation exactement de ces effets, et aussi de l'effet de possession quelque part, puisqu'il y a une prise de possession, comme dans des cérémonies aussi de possession, où finalement... Peu importe, est-ce que la personne est vraiment en transe ou est-ce qu'elle est vraiment possédée? C'est pas tant ça la question que d'être pris par le phénomène de ce qui est en train de se passer et d'expérimenter aussi sur soi. Et puis d'être fidèle à son ressenti et suivre ce qui vient du corps, quoi, et suivre ce ressenti. Alors eux, ils n'ont pas à l'époque aussi ces explications autour des neurones miroirs, etc. Mais aujourd'hui, on peut aussi comprendre pourquoi on est soi-même... pris, quand on possédait en quelque sorte, quasiment, quand on voit aussi cette opération en train de se produire. Mais Othello, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment tourné sur l'hypnose finalement, toute cette œuvre. Avec Iago qui est toujours à suggérer un peu des choses, à répéter. On pense un peu à la méthode Coué, quoi, tellement il répète tout ça et comment il détruit complètement les perceptions d'Othello, quoi, à force de répéter, et ça fait vraiment penser à vraiment l'hypnose moderne, je trouve, de la publicité, des discours politiques. Et c'est fou, cette œuvre, Othello, ça devrait être obligatoire de voir ça à l'école. Oui, il y a un effet de suggestion aussi, c'est-à-dire assez délicat, parce qu'on voit le côté machiavélique de Iago, et en même temps, il va vraiment... il enfonce des clous et c'est par la répétition en effet que les choses se passent. Ce qui m'intéressait aussi là, en l'occurrence évidemment, là je parlais de l'œuvre de Verdi,
telle qu'elle s'est inspirée de l'œuvre de Shakespeare, mais aussi par la médiation de Rossini, qui était vraiment le best-seller, un des best-sellers d'opéra du 19e. Mais c'est que dans la version de Verdi, il y a vraiment cette suspension autour de la criminalité d'Othello, qui rejoint vraiment les débats de l'époque. C'est que nous montrer un Othello sous influence, ce n'est pas le rendre moins vertueux. En fait, c'est précisément parce que c'est un homme plein de courage et plein de dispositions morales, de qualités morales, que le drame n'en est que plus fort. Parce que c'est ça, un des fantasmes de l'époque. Bon, il y en a deux, c'est la femme abusée dans son sommeil par un hypnothérapeute sans scrupules. Et puis l'autre, c'est l'homme qui justement a fait une mauvaise rencontre et il a beau avoir tout pour lui dans la vie, et il tombe sur une personne mal intentionnée qui va le mettre sous emprise et qui va lui faire accomplir toutes sortes de crimes. Et donc c'est intéressant, évidemment, du coup là, évidemment par la musique, Verdi cherche aussi un chant qui soit adapté à Iago, qui soit entre la déclamation et le chant, et qui crée cet espace de parole intermédiaire, qui est aussi quelque chose qui est très intéressant aujourd'hui pour les hypnothérapeutes. Il ne s'agit pas de parler comme on parle au quotidien. L'accompagnement par la voix, il nécessite aussi un travail, une certaine... des modulations. Des modulations, même des modulations inattendues, justement, de déstructurer, de peut-être pas mettre l'accent là où on le mettrait habituellement dans la phrase, mais donc de façon à sidérer. Oui, il y a un effet comme ça, ou à court-circuiter, disons, ces autoroutes dont on parlait tout à l'heure. Peut-être aussi à utiliser un mot qui, tout à coup, dans ce contexte, va être un petit peu comme étonnant. Le cordial. Oui. Comme le cordial, comme ce que oui, un détail cordial. Fin, Et du coup, le sujet peut se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'un détail cordial? Parce qu'il sait ce que c'est un détail auditif, un détail visuel, mais un détail cordial. Ce qui peut créer comme un ancrage, en fait. Aussi. Un effet de focalisation sur ce mot. Et On va conclure là. Votre conclusion, justement, elle revient sur quelque chose de contemporain, sur votre expérience, juste en fermant les yeux, qu'on peut retrouver un peu comme une berceuse, et que finalement, cet accès modifié de conscience, il est à notre portée. On l'a toujours en nous, et on peut s'y retrouver, et d'autant plus avec l'entraînement. Mais ce qui est intéressant aussi, du coup, j'aurais envie de suivre l'idée que vous convoquiez tout à l'heure de la berceuse, en quelque sorte aussi, on peut... Peut-être chacune d'entre nous peut aussi se reconnecter à une musique de l'enfance, de la petite enfance, et prendre soin de son enfant intérieur en se berçant. Ça peut être une pratique aussi méditative, auto-hypnotique, que de se relier comme ça par la musique sans son, en quelque sorte, à cette petite musique intérieure. Il y a aussi... Pour justement sortir de la sidération, cet enfant intérieur, créer du mouvement. Et le remettre en mouvement et l'accompagner à grandir. Oui. Puis il y a aussi Chopin est un des compositeurs les plus présents dans ce livre, puisqu'il est beaucoup utilisé dans les séances, et aussi parce qu'il est très présent dans les salons de l'époque. Mais Chopin, c'est aussi le compositeur martyr, qui a beaucoup souffert physiquement, et pas seulement moralement dans sa vie, mais c'est aussi le compositeur qui compose en improvisant, en situation, qui peut être à son piano entouré d'amis, et qui part effectivement dans un monde intérieur ainsi. Et puis il y a des moments de suspension où il cherche qu'il appelle en quelque sorte la note bleue. C'est la note qui va le mener à quelque chose d'autre, à un espace autre qui va s'ouvrir. Qui va ouvrir un espace, voilà, mélodique, etc. Donc la blue note aussi en jazz, c'est aussi cette note qui ouvre les possibles, on pourrait dire ainsi. De l'improvisation. Et donc comment aussi réinventer sa propre vie, réimaginer les mouvements de son corps, de son esprit, etc. autour d'une petite note qui pourrait, être un et si on expérimentait quelque chose d'autre et on partait dans une autre dimension. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Encore merci à Céline Frigao-Manning. Vous retrouverez plus d'informations dans son livre « Ce que la musique fait à l'hypnose ». C'est édité aux Presses du Réel.
Je vous rappelle de faire tous les clics nécessaires à la bonne santé de ma chaîne et je vous dis à très bientôt.